Bonjour à tous. Précédemment, nous avons fait cours sur le JavaScript, le HTML5 et le CSS3. Aujourd'hui, nous ferons le cours sur le TypeScript. Le TypeScript a été développé en 2012 par Microsoft. Il est un langage de programmation qui ajoute le typage au JavaScript pour permettre un développement à grande échelle. Il s'inspire des langages de programmation comme le Java et le C# et permet de faire du typage statique, c'est-à-dire la détection des erreurs, la définition des interfaces qui permet de définir des contrats qui devront être respectés par des classes. Puis la définition des types, des fonctions, des interfaces et des classes génériques. Le TypeScript n'est pas une version de JavaScript, mais un sous-type au niveau du JavaScript. Donc, il ne peut pas directement être exécuté par le navigateur. Il existe un compilateur pour le TypeScript, abrégé TSC, pour compiler le code de TypeScript vers une version de JavaScript de votre choix. Ça peut être ECMAScript 5, ECMAScript 6. Vous allez paramétrer cela dans le fichier de configuration tsconfig de votre projet. Il a été adopté par un grand nombre de frameworks populaires tels que React, Angular et Nest. Dans ce tableau, nous faisons une comparaison entre le TypeScript et le JavaScript sur plusieurs aspects. Le premier aspect est le typage. Le typage sur JavaScript se fait de façon dynamique, c'est-à-dire c'est au moment de l'exécution que le JavaScript détermine quel est le type d'une variable. Or, en TypeScript, le typage se fait de façon statique. Donc, lorsque vous écrivez votre code TypeScript, alors vous définissez déjà les types et le compilateur vérifie est-ce que les types sont bien définis et est-ce que les valeurs affectées aux différents types sont respectées. Mais il est aussi possible d'avoir du typage dynamique si vous ne définissez pas correctement vos types. En effet, tout code JavaScript est un code TypeScript valide. Donc, vous pouvez décider de conserver votre code JavaScript en TypeScript. Cela fonctionnera sans problème. Mais il est recommandé de définir correctement ces types pour pouvoir profiter du typage. Le deuxième aspect est la détection des erreurs. La détection des erreurs en JavaScript se fait à l'exécution. Pourtant, au niveau du TypeScript, cela se fait à la compilation. Sur le plan de la syntaxe, on peut se permettre en JavaScript d'avoir une variable qui est initialement nombre et ensuite de mettre des chaînes de caractères à l'intérieur. Ça, c'est vraiment de la tolérance. Or, cela n'est pas possible en TypeScript. Le TypeScript est strict, un peu comme le Java ou le C#. La définition des interfaces n'est pas supportée par le JavaScript, mais est supportée par le TypeScript. La définition des classes génériques, la définition des fonctions génériques, la définition des types génériques, la définition des interfaces génériques ne sont pas supportées par le JavaScript, mais sont supportées par le TypeScript. En ce qui concerne la mise à jour du code, en JavaScript, on a beaucoup de risques d'erreur lorsqu'on met à jour le code. Pourtant, en TypeScript, on est un peu plus sûr lorsqu'on fait la mise à jour du code parce que le typage est présent. Pour développer en TypeScript, vous devez premièrement installer Node.js, ensuite installer TypeScript à l'aide de la commande npm install-g TypeScript. En effet, cette commande permet d'installer le compilateur TSC qui vous permettra par la suite de compiler votre code de TypeScript. À la fin de l'installation, pour s'assurer que tout s'est bien passé, vous avez la commande tsc-version qui vous donnera donc la version de TypeScript installée sur votre machine. Pour créer un nouveau projet TypeScript, vous devez utiliser la commande tsc-init. En effet, ces commandes seront utilisées pendant l'atelier pratique qui sera fait à la suite de ce cours. Les fichiers TypeScript portent l'extension .ts. Après compilation du fichier ts, on obtient un fichier d'extension .js qui pourra donc être intégré dans la page HTML. La compilation du TypeScript peut se faire de deux façons. La première façon, c'est la compilation en mode développement. Alors la commande est ts, nom du fichier --watch pour dire que chaque fois qu'il y aura modification dans mon fichier ts, alors la compilation doit se faire automatiquement pour générer le fichier JS afin d'avoir directement au niveau du navigateur le rendu de mon fichier JS pour débugage ou pour les tests. Ensuite, on a le mode de production où la commande compile le fichier ts une seule fois. La commande est ts nom du fichier. Actuellement, vous savez c'est quoi le TypeScript, vous connaissez comment l'installer sur votre machine, comment l'exécuter. Intéressons-nous actuellement à la syntaxe du TypeScript. Déjà, vous devez savoir que tout code JavaScript est un code TypeScript valide. À la syntaxe du JavaScript, le TypeScript ajoute premièrement la syntaxe pour le typage des variables, des constantes et des fonctions. Ensuite, la syntaxe pour la définition des interfaces, puis la syntaxe pour l'implémentation des interfaces et enfin la syntaxe pour la définition des types personnalisés. La syntaxe de déclaration
de variables en TypeScript se fait à l'aide du mot-clé let, suivi du nom de la variable, deux points, le type et l'affectation d'une valeur initiale qui est optionnelle. La syntaxe de déclaration de la constante est const, nom de la constante, deux points type et la valeur de la constante. Dans ces deux déclarations, type est un type TypeScript. Il peut être un type primitif, number, string, boolean, any, void, null ou undefined, ou un type personnalisé, ou une interface, ou encore une classe. La valeur initiale optionnelle est une valeur du type de celle utilisée lors de la déclaration de la variable ou de la constante. Parce que le TypeScript est strict, alors vous ne pouvez pas affecter à une variable ou une constante déclarée number une chaîne de caractères. Sinon, vous aurez une erreur directement visible au niveau de votre éditeur de code Visual Studio Code. Dans ce tableau, nous avons quelques exemples de déclarations de variables et de constantes. Au niveau de la première ligne, on a let a2.string. Ici, nous déclarons une variable a de type string sans valeur d'initialisation. Puis, nous avons const b2.boolean. On affecte true. Ici, nous définissons une constante b boolean avec valeur true. Ensuite, on a const tab 2.string crochet ouvert et crochet fermé. On affecte crochet ouvert, crochet fermé. Ici, on définit une constante tableau de chaîne de caractères tab initialisée avec le tableau vide. Puis, nous avons la déclaration let id 2.string tuple number. On affecte 1, 2, 3, 4. Ici, on définit une variable de type string ou number et on affecte initialement à cette variable la valeur 1, 2, 3, 4. Comment définir votre fonction en TypeScript? Au moment de la définition d'une fonction, on doit préciser le type des paramètres et le type de retour. Dans le cas d'une procédure, on n'a pas besoin de spécifier le type de retour. Le type d'un paramètre ou de retour de la fonction peut être un type primitif, un type personnalisé, une interface ou une classe. Si la fonction est asynchrone, alors le type de retour doit être sous la forme promise, le type retourné par la fonction, ou promise est un mot-clé pour dire que la fonction retourne une promesse. Dans ce tableau, nous avons quelques exemples de déclarations de fonctions. Par exemple, nous avons la fonction average qui prend en paramètre note qui est un tableau de nombres, puis calcule et retourne la moyenne de type nombre. Puis, nous avons la fonction format date qui est une fonction fléchée qui prend en paramètre date qui est une instance de la classe date, puis calcule et retourne la chaîne de caractères correspondante. Ensuite, nous avons la procédure display qui prend en paramètre un message de type chaîne de caractères et l'affiche à l'écran. Elle ne retourne rien parce qu'elle est une procédure. Et enfin, nous avons la fonction saveUser qui enregistre un utilisateur sur le serveur et retourne une promesse de l'identifiant de l'utilisateur sauvegardé de type chaîne de caractères ou nombre. Puis vient les interfaces. Une interface définit un contrat à respecter sous forme d'un objet propriété type méthode sans fournir d'implémentation. La syntaxe est la suivante. Interface, nom de l'interface. Propriété 1, type de la propriété 1. Propriété 2, type de la propriété 2. Et ainsi de suite jusqu'à la propriété n, type de la propriété n. Dans cet exemple, on définit une interface user qui exige que tout objet de type user doit contenir les attributs suivants. ID de type number, nom de type string et optionnellement l'âge de type number. Un exemple de déclaration de constant de type user peut être fait comme suit. Const user2.user qui est le type user. On affecte un objet avec deux attributs au moins. ID, un nom franc. Ici, nous n'avons pas défini l'attribut âge parce que l'attribut âge a été défini comme optionnel au moment de la définition de l'interface. Une classe peut implémenter plusieurs interfaces. Ainsi, la syntaxe de déclaration d'une classe implémentant les interfaces est donc la suivante. Classe, nom de la classe, suivi du mot-clé implement et enfin la liste des interfaces implémentées par la classe. Nom de l'interface 1, nom de l'interface 2, ainsi de suite jusqu'à nom de l'interface n. Dans cet exemple, nous avons la classe personne qui implémente deux interfaces iPerson et iEmployee. L'interface iPerson exige la définition de la méthode getName qui ne prend rien en paramètre mais qui retourne un string. Et iEmployee exige la déclaration de la méthode getSalary qui ne prend rien en paramètre et qui retourne un number. Pour respecter les deux contrats, la classe a défini le code des deux fonctions getName de l'interface iPerson et getSalary de l'interface iEmployee. À l'écran, vous pouvez voir la définition de cette classe. On a classe user implement iPerson iEmployee. Ensuite, on a deux attributs privés dans la classe. Privé name string qui est le nom de type chaîne de caractères. Privé salary number qui est de type nombre. Ensuite vient le constructeur
Au niveau du constructeur, on initialise les propriétés avec les paramètres du constructeur. On a 10.name, on affecte name, 10.salary, on affecte salary. Et ensuite, on a les deux méthodes, les deux interfaces, getName et getSalary. À ce stade, du coup, vous êtes capable de définir des constantes, des variables, des fonctions, des interfaces et des classes en utilisant des types primitifs du JavaScript. Cependant, le TypeScript nous permet de définir nos propres types personnalisés pour faciliter et accélérer le développement et la livraison des projets. Il est possible en TypeScript de définir de nouveaux types, d'autres types à l'aide des opérateurs. Parmi les opérateurs, nous avons premièrement l'opérateur union qui est représenté par le tuple que nous lirons ou. Le type résultat est l'un des types de la liste. Les éléments séparés par l'opérateur tuple ou peuvent être des types dans le cas d'un type union ou des chaînes de caractères dans le cas d'un type littéral. Par exemple, nous avons type user_id égale number tuple string, qui est un type union qui définit user_id comme étant un nombre ou une chaîne de caractères. Puis, un exemple de type littéral, nous avons type color. On affecte la chaîne de caractères rouge tuple, la chaîne de caractères vert tuple, la chaîne de caractères bleu, qui signifie que color est une chaîne de caractères qui peut prendre uniquement trois valeurs, soit la valeur rouge, soit la valeur verte, soit la valeur bleu. Ce type est important. Il peut être utilisé pour définir par exemple les types énumérés. Puis nous avons l'opérateur intersection qui est représenté par un et commercial. Le type résultat est une combinaison de plusieurs types. Par exemple, nous avons le type personne qui définit la propriété nom de type string, puis le type employé qui définit la propriété salaire de type number. Ensuite, on a le type employé complet qui est égal à personne et employé. Alors, le type complet définit à la fois la propriété nom et la propriété salaire. Puis, l'opérateur d'accès d'index T crochet K. Le type résultat est le type d'une propriété d'un autre type. Par exemple, on a le type user avec deux propriétés ID number, non string. Alors, on peut définir le type non-type égal à user crochet chaîne de caractères non pour dire en fait que non-type est le type de l'attribut non dans le type user. Lorsqu'on va dans le type user, on a l'attribut non et son type c'est string. C'est pour ça que le résultat de ce type est string. Et enfin, on a l'opérateur ternaire, point d'interrogation, deux points. Le type résultat dépend d'une condition. Par exemple, on a le type string, crochet, entre crochets, T majuscule. Le T majuscule est un type générique. Ça peut être n'importe quel type qu'on mettra dessus. Est égal à T extend string, point d'interrogation, oui, deux points, non. Ça signifie que sur le type T qu'on a passé en paramètre au moment de l'appel du type string est une classe fille de la classe string, alors le type de résultat est la chaîne de caractères, oui. Sinon, le type de résultat est la chaîne de caractères, non. Par exemple, on a type A, on affecte string, entre crochets, mais string. Est-ce que string est une classe fille de la classe string? Oui. Alors, on a oui. Ensuite, on a type B, on affecte string number. Est-ce que number extend la classe string? Non. Alors, le type de résultat est non. Type de résultat non signifie type littéral non. Donc, la seule valeur est non. Type égal, chaîne de caractères 8 signifie type littéral 8, dont la chaîne de caractères est 8. En plus des opérateurs, il existe aussi des mots-clés en TypeScript qui permettent de définir de nouveaux types. Par exemple, type of. Le type est créé à partir du type d'une variable déjà existante. Par exemple, j'ai const user, j'affecte id 1 et non string. À partir de ces constantes, on constate que user est de type id number et non string. Alors, type of user va simplement donner le type objet, id number et non string. Ensuite, on a le mot-clé keyof. Le type est créé à partir des clés d'un type. Par exemple, on a type user égale id number non string. Alors, le type user key égale key of user va retourner un type littéral avec les clés du type objet user. Alors, quelles sont les clés du type objet user? On a id et non. Alors, key of user va retourner le type littéral, chaîne de caractères id, tuple, chaîne de caractères non. Ensuite, on a le mot-clé in qui permet de créer un type mappé à partir d'un autre type. Par exemple, on a type read-only crochet T, qui est le type à partir duquel on va créer le nouveau type. Alors, c'est un type objet où on va parcourir tous les attributs du type T et on va les rendre en read-only. Par exemple, si on a type user égale id number non string, alors le type user read-only qui est égal à read-only user, au lieu de donner le type objet id number id string, ça va donner le type objet read-only id number read-only
non-string. La différence, c'est qu'au niveau du type user-read-only, on ne pourra pas modifier les attributs ID et les attributs non. Puis, nous avons le mot-clé infer qui permet d'extraire un type à partir d'un autre. Par exemple, nous voulons extraire le type à partir duquel nous avons construit un tableau. Par exemple, si on a le tableau number, on veut extraire le type number. Si on a le tableau boolean, on veut extraire le type boolean. Alors, pour écrire ce type à l'aide de infer, on a t extend entre parenthèses infer u, on ferme les parenthèses crochets, point d'interrogation u, 2.t. Cela signifie quoi? Cela signifie que le type t doit être une classe qui étend n'importe quel tableau. Et on fait une inférence sur le type de l'élément du tableau. C'est pour ça qu'on a entre parenthèses infer u. Et après la parenthèse, on a les crochets pour dire que le type base du tableau, on l'extrait et on retourne donc ce type-là. Sinon, on retourne T. Donc, si le type qu'on passe à notre élément type n'est pas un tableau, alors on retourne le même type. Si c'est un tableau, alors on retourne le type de base ayant permis de créer le tableau. Par exemple, on a élément type number crochet qui retourne le type number. Ensuite, on a élément type string crochet qui retourne le type string. Ensuite, on a élément type boolean crochet crochet. Ça, c'est un tableau de tableau. Alors, le type de l'élément de base, c'est le tableau boolean, donc boolean crochet. Dans ce tableau, nous avons la liste des autres mots-clés qui permettent de définir des types en TypeScript. On a read-only crochet qui permet de rendre toutes les propriétés du type T en lecture seule. Partial crochet T qui rend toutes les propriétés du type T optionnelles. Required crochet T qui rend toutes les propriétés du type T obligatoire. Pick TK qui extrait du type T un nouveau type qui sera constitué uniquement des propriétés listées dans K. Ensuite, on a omit TK qui crée un nouveau type à partir des propriétés de T n'appartenant pas à K. Ensuite, on a record KT qui permet de créer un type clé valeur. Ensuite, on a exclu TU qui exclut de T tous les types assignables à U. Puis, on a extract TU qui ne garde que les types de T assignables à U. Ensuite, on a non-nullable T qui retire toutes les propriétés nulles ou undefined de T. Ensuite, on a return type T qui donne le type de retour d'une fonction. Ensuite, on a paramètre T qui retourne le type des paramètres d'une fonction. Pour mieux comprendre les notions apprises dans ce cours, je vous propose de faire cette série d'exercices d'application. Top chrono. Pour ce premier exercice d'application, on nous a donné un type littéral, color, red, green, yellow and gray, et on demande de définir un type my favorite color à partir du type color en excluant la couleur yellow et red. Alors, pour exclure les éléments d'un type, on utilise le mot-clé exclude. Alors, on aura exclude color et ce qu'on exclut, c'est Hello tube red. Donc, comme exemple, on définit la constante favColor qui est de type myFavoriteColor. On affecte la valeur gray et ça fonctionne sans problème. Allons-y pour le deuxième exemple, top chrono. Pour le deuxième exemple d'application, on demande d'extraire le type de retour d'une fonction. On a type return crochet f, f qui est la fonction qui sera passée en paramètre au moment de l'appel du type. Alors f doit être une fonction. C'est pour ça qu'on met f extend et là on met la définition du type d'une fonction. Entre parenthèses 3.arg 2.any crochet pour dire que tous les arguments de la fonction, c'est-à-dire une fonction, quel que soit le nombre d'arguments, qu'il y ait des arguments ou pas. Ensuite, au niveau du type de retour, on va faire une inférence sur le type de retour pour extraire le type de retour. On a donc infer R. Alors, on a le point d'interrogation R, sinon never. Ça veut dire quoi? Si f est une fonction ou hérite d'une fonction qui prend un ou plusieurs paramètres et qui retourne un type, on extrait ce type, alors on retourne le type extrait R, sinon on retourne le type never. Comme exemple, on a return type of sum of value. Ça va donner number. Parce qu'en fait, la fonction sum of value retourne quoi? Retourne la somme de tous les éléments entiers du tableau, donc qui est de type number. Ensuite, on a notre deuxième exemple, return fonction fléchée qui retourne un string. Donc, la valeur sera string. Allons-y pour le troisième exercice d'application, top chrono. Dans ce troisième exercice, on demande de définir un type avec ID T qui pour tout type T, s'il contient la propriété ID, on demande de définir le type avec ID.
T qui s'assure que le type passé en paramètre est toujours la propriété ID. Alors la définition est simple, on a type avec ID T, T extend ID number. Si T est un type qui contient déjà ID, number, alors on retourne T. Sinon, on retourne T et le type objet ID number. Donc, sinon, on retourne T avec l'ajout de la propriété ID de type number. Comme exemple, on a type person qui est égal à non-string. Type person ne contient pas d'attribut ID number. Alors, lorsqu'on va définir une constante de type avec ID person, alors vous allez voir que au niveau de la valeur de cette constante, on va ajouter un ID 1. Comme deuxième exemple, nous avons type customer qui est de type objet avec les propriétés ID number et non-string. Puisque le type customer a déjà la propriété ID de type number, alors avec ID de customer, ne va plus ajouter la propriété ID number. Donc, on a le même résultat ID 1 et non que dem. Allons-y au quatrième exercice d'application, top chrono. Dans cet exercice, on demande de rendre optionnel toutes les propriétés d'un type objet. Alors pour ça, on va utiliser le mot-clé in et le résultat sera donc type optional T. On affecte cocher K in key of T. Alors on dit on parcourt tous les attributs du type T et on rend optionnel avec le point d'interrogation 2.t de K. Par exemple, on a interface K, color string, price number et brand un type littéral Toyota Honda. Alors, si on crée une constante K de type optional K, on affecte l'objet vide. Il n'y a pas d'erreur parce que en fait, on a rendu toutes les propriétés de type objet K optionnel. Donc, on peut le spécifier ou on peut ne pas spécifier. Nous sommes arrivés au terme de ce cours de TypeScript. Par la suite, nous aurons un atelier pratique pour mettre en application tout ce que nous avons vu pendant ce cours. Nous vous prions de liker, de vous abonner, de partager autour de vous afin de permettre aux autres de profiter aussi de ce programme d'immersion.